Bonjour à tous, aujourd'hui on va commencer par le chapitre 9, le bal. Le luxe des toilettes, l'éclat des bougies, les parfums, tant de jolis bras, de belles épaules, des bouquets, des airs de Rossini qui enlèvent des peintures de Sicelli. Je suis hors de moi, voyage d'Uzeri. Vous avez de l'humeur, lui dit la marquise de la Mole. Je vous en avertis, c'est de mauvaise grâce au bal. Je ne me sens que mal à la tête, répondit Mathilde d'un air dédaigneux, il fait trop chaud ici. À ce moment, comme pour justifier mademoiselle de la Mole, le vieux baron de Tolly se trouva mal et tomba. On fut obligé de l'emporter. On parla d'apoplexie. Ce fut un événement désagréable. Mathilde ne s'en occupa point. C'était un parti pris. Chez elle, de ne regarder jamais les vieillards et tous les êtres reconnus pour dire des choses tristes. Elle dansa pour échapper à la conversation sur l'apoplexie, qui même n'en était pas une, car le surlendemain, le baron réparut. Mais M. Sorel ne vient point, se dit-elle encore après qu'elle eut dansé. Elle le cherchait presque des yeux lorsqu'elle l'aperçut dans un autre salon. Chose étonnante, il semblait avoir perdu de ton de froideur impassible qui lui était si naturel. Il n'avait plus l'air anglais. Il cause avec le comte Altamira. On condamnait à mort. Son œil, se dit Mathilde. Son œil est plein d'un feu sombre. Il a la tournure d'un prince déguisé. Son regard a redoublé d'orgueil. Julien se rapprochait de la place où elle était, toujours en causant avec Altamira. Elle le regardait fixement, étudiant ses traits pour y chercher ces hautes qualités qui peuvent valoir à un homme l'honneur d'être condamné à mort. Comme il passait près d'elle, « Oui, disait-il au comte Altamira, Danton était un homme. Au ciel serait-il un Danton ?» se dit Mathilde, mais il a eu une figure si noble et ce Danton était si horriblement laid. Un boucher, je crois. Julien était encore assez près d'elle. Elle n'hésita pas à l'appeler. Elle avait la conscience et l'orgueil de faire une question extraordinaire pour une jeune fille. Danton n'était-il pas un boucher lui dit-elle. Oui, aux yeux de certaines personnes, lui répondit Julien, avec l'expression du mépris le plus déguisé, et l'œil encore enflammé de sa conversation avec Altamira. Mais malheureusement pour les gens bien nés, il était avocat à Méry-sur-Seine, c'est-à-dire mademoiselle, ajouta-t-il d'un air méchant, et qu'il a commencé comme plusieurs pères que je vois ici. Il est vrai que Danton avait un désavantage énorme aux yeux de la beauté, il était fort laid. Ces derniers mots furent dits rapidement, d'un air extraordinaire et assurément fort peu poli. Julien attendit un instant le haut du corps, légèrement penché et avec un air orgueilleusement humble. Il semblait dire « Je suis payé pour vous répondre et je vis de mon salaire ». Il ne daignait pas lever l'œil sur Mathilde. Elle, avec ses beaux yeux ouverts extraordinairement et fixés sur lui, avait l'air de son esclave. Enfin, comme le silence continuait, il la regarda ainsi qu'un valet regarde son maître, afin de prendre des ordres. Quoique ses yeux rencontrassent en plein ceux de Mathilde, toujours fixés sur lui avec un regard étrange, il s'éloigna avec un empressement marqué. Lui qui est réellement si beau, se dit enfin Mathilde, sortant de sa rêverie, faire un tel éloge de la laideur. Jamais de retour sur lui-même. Il n'est pas comme Caylus ou Croisenois. Ce serait là quelque chose de l'air que prend mon père quand il fait si bien Napoléon au bal. Elle avait tout à fait oublié Danton. Décidément ce soir je m'ennuie. Elle saisit le bras de son frère et à son grand chagrin le força de faire un tour dans le bal. L'idée lui vint de suivre la conversation du condamné à mort avec Julien. La foule était énorme. Elle parvint cependant à les rejoindre au moment où, à 2 pas devant elle, Altamira s'approchait d'un plateau pour prendre une glace. Il parlait à Julien, le corps à demi tourné. Il vit un bras d'habit brodé qui prenait une glace à côté de la sienne. La broderie sembla exciter son attention. Il se retourna tout à fait pour voir le personnage à qui appartenait ce bras. À l'instant, ses yeux noirs, si nobles et si naïfs, prirent une légère expression de dédain. « Vous voyez cet homme, dit-il assez bas à Julien, c'est le prince d'Araceli, ambassadeur de... Ce matin, il a demandé mon extradition à votre ministre des Affaires étrangères de France, monsieur de Nerval. Tenez, le voilà, là-bas, qui joue au vice.
Monsieur de Nerval est assez disposé à me livrer car nous vous avons donné 2 ou 3 conspirateurs en 1816 et si l'on me rend à mon roi, je suis pendu dans les 24 heures. Et ce sera quelqu'un de ce joli monsieur à moustache qui m'empoignera. Les infâmes, s'écria Julien à demi-haut. Mathilde ne perdait pas une syllabe de leur conversation. La nuit avait disparu. Pensez infâme, reprit le comte Altamira. Je vous ai parlé de moi pour vous frapper d'une image vive. Regardez le prince d'Araceli. Toutes les 5 minutes, il jette les yeux sur sa toison d'or. Il ne revient pas du plaisir de voir ce coléfiché sur sa poitrine. Ce pauvre homme n'est au fond qu'un anachronisme. Il y a 100 ans, la toison était un honneur, un signe, mais alors elle eût passé bien au-dessous de sa tête. Aujourd'hui, parmi les gens bien nés, il faut être un Araceli pour en être enchanté. Il lui fait prendre toute une ville pour l'obtenir. Est-ce esprit qu'il a eu ? Dit Julien avec anxiété. Non, pas précisément, répondit Altamira froidement. Il a peut-être fait jeter à la rivière une trentaine de riches propriétaires de son pays qui passaient pour libéraux. Quel monstre, dit encore Julien. Mademoiselle de la Mole, penchant la tête avec les plus vifs intérêts, était si près de lui que ses beaux cheveux touchaient presque son épaule. Vous êtes bien jeune, répondit Altamira. Je vous disais que j'ai une sœur mariée en Provence. Elle est encore jolie, bonne, douce. C'est une excellente mère de famille, fidèle à tous ses devoirs, pieuse et non dévote. Où veut-il en venir, pensait mademoiselle Damol. Elle est heureuse, continua le comte d'Altamira. Elle l'était en 1815. Alors j'étais cachée chez elle dans sa terre, près d'Antibes, et bien au moment où elle apprit l'exécution du maréchal Ney, elle se mit à danser. Est-il possible, dit Julien atterré. C'est l'esprit de parti, reprit Altamira. Il n'y a plus de passion véritable au XIXe siècle. C'est pour cela que l'on s'ennuie tant en France. On fait les plus grandes cruautés, mais sans cruauté. Tant pis, dit Julien. Du moins, quand on fait des crimes, faut-il les faire avec plaisir. Elles n'ont que cela de bon, et l'on ne peut même les justifier un peu que par cette raison. Mademoiselle Darmol, oubliant tout à fait ce qu'elle se devait à elle-même, s'était placée presque entièrement entre Altamira et Julien. Son frère, qui lui donnait le bras, accoutumé à lui obéir, regardait ailleurs dans la salle, et pour se donner une contenance, avait l'air d'être arrêté par la foule. Vous avez raison, disait Altamira, on fait tout sans plaisir et sans souvenir, même les crimes. Je puis vous montrer dans ce bal 10 hommes, peut-être qu'ils seront damnés comme assassins. Ils l'ont oublié, et le monde aussi. Plusieurs sont émus jusqu'aux larmes si leur chien se casse la patte. Au Père Lachaise, quand on jette des fleurs sur leur tombe, comme vous dites si plaisamment à Paris, on nous apprend qu'ils réunissent toutes les vertus des preux chevaliers, et l'on parle des grandes actions de leur bisaïeul qui vivait sous Henri IV. Si, malgré les bons offices du prince d'Araceli, je ne suis pas pendu et que je jouisse jamais de ma fortune à Paris, je veux vous faire dîner avec 8 ou 10 assassins honorés et sans remords. Vous et moi, à ce dîner, nous serons les seuls purs de sang, mais je serai méprisé et presque haï comme un monstre sanguinaire et jacobin. Et vous, méprisé simplement comme homme du peuple intrus dans la bonne compagnie. Rien de plus vrai, dit mademoiselle de la Mole. Altamira la regarda étonnée. Julien ne daigna pas la regarder. Notez que la révolution à la tête de laquelle je me suis trouvé, continua le comte Altamira, n'a pas réussi uniquement parce que je n'ai pas voulu faire tomber 3 têtes et distribuer à nos partisans 7 à 8 millions qui se trouvaient dans une caisse dont j'avais la clé. Mon roi, qui aujourd'hui brûle de me faire pendre et qui, avant la révolte, me tutoyait, me donnait le grand cordon de son ordre, et si j'avais fait tomber ces 3 têtes et distribué l'argent de ces caisses, car j'aurais obtenu au moins un demi-succès, et mon pays eut une charte telle quelle. Ainsi va le monde, c'est une partie d'échecs. Alors, reprit Julien, l'œil en feu, vous ne saviez pas le jeu maintenant ? Je ferai tomber des têtes, voulez-vous dire, et je ne serai pas un Girondin, comme vous me le faisiez entendre l'autre jour.
Je vous répondrai, dit Altamira d'un air triste, quand vous aurez tué un homme en duel, ce qui encore est bien moins laid que de le faire exécuter par un bourreau. Ma foi, dit Julien, qui veut la fin veut les moyens. Si au lieu d'être un atome, j'avais quelque pouvoir, je ferais peindre 3 hommes pour sauver la vie à 4. Ses yeux exprimaient le feu de la conscience et le mépris des vains jugements des hommes. Ils rencontrèrent ceux de mademoiselle La Mole tout près de lui, et ce mépris, loin de se changer en air gracieux et civil, sembla redoubler. Il en fut profondément choqué, mais il ne fut plus en son pouvoir d'oublier Julien et s'éloigna avec dépit en traînant son frère. « Il faut que je prenne du punch et que je danse beaucoup, se dit-elle. Je veux choisir ce qu'il y a de mieux et faire effet à tout prix. Bon, voici ce fameux impertinent, le comte de Fervaques. » Elle accepta son invitation et dansèrent. « Il s'agit de voir, pensa-t-elle, qui des deux sera le plus impertinent. Mais pour me moquer pleinement de lui, il faut que je le fasse parler. » Bientôt, tout le reste de la contredanse ne dansa que par contenance. On ne voulait pas perdre une des parties piquantes de Mathilde. Monsieur de Fervaques se troublait et ne trouvait que des paroles élégantes au lieu d'idées faisant des mines. Mathilde, qui avait de l'humeur, fut cruelle pour lui et s'en fit un ennemi. Elle dansa jusqu'au jour et enfin se retira horriblement fatiguée. Mais en voiture, le peu de force qui lui restait était encore employé à la rendre triste et malheureuse. Elle avait été méprisée par Julien et ne pouvait le mépriser. Julien était au comble du bonheur, ravi à son insu par la musique, les fleurs, les belles femmes, l'élégance générale et plus que tout par son imagination qui rêva des distinctions pour lui et la liberté pour tous. « Quel beau bal, dit-il au comte, rien n'y manque. » « Il y manque la pensée, répondit Altamira, et sa physionomie trahissait ce mépris, qui n'en est que plus piquant parce qu'on voit que la politesse s'impose le devoir de le cacher. Vous y êtes, monsieur le comte, n'est-ce pas? La pensée est conspirante encore. Je suis ici à cause de mon nom, mais on est la pensée dans vos salons. Il faut qu'elle ne se lève pas au-dessus de la pointe d'un couplet de vaudeville, alors on la récompense. Mais l'homme qui pense s'il a de l'énergie et de la nouveauté dans ses saillies, vous l'appelez cynique. N'est-ce pas ce nom-là qu'un de vos juges a donné à Courrier? Vous l'avez mis en prison, ainsi que Béranger. Tout ce qui vaut quelque chose chez vous, par l'esprit, la congrégation le jette à la police correctionnelle et la bonne compagnie applaudit. C'est que votre société vieillit, prise avant tout les convenances. Vous ne vous élèverez jamais au-dessus de la bravoure militaire. Vous aurez des Murat et jamais de Washington. Je ne vois en France que de la vanité. Un homme qui invente en parlant arrive facilement à une saillie imprudente et le maître de la maison se croit déshonoré. À ces mots, la voiture du comte qui ramenait Julien s'arrêta devant l'hôtel de la Mole. Julien était amoureux de son conspirateur. Altamira lui avait fait ce beau compliment, évidemment échappé à une profonde conviction. Vous n'avez pas la légèreté française et comprenez le principe de l'utilité. Or, il se trouvait que, justement l'avant-veille, Julien avait vu Marino Faliero, tragédie de Casimir de Lavigne. Israël Bertuccio, un simple charpentier de l'Arsenal, n'a-t-il pas plus de caractère que tous ces nobles Vénitiens ? Se disait notre plébéien révolté, et cependant ce sont des gens dont la noblesse prouvée remonte à l'an 700, un siècle avant Charlemagne, tandis que tout ce qu'il y avait de plus noble ce soir au bal de M. de Retz ne remonte, et encore, clopin, que jusqu'à XIIIe siècle. Eh bien, au milieu de ces nobles de Venise, si grands par la naissance, mais si étoilés, mais si effacés par le caractère, c'est d'Israël Bertuccio qu'on se souvient. Une conspiration anéantit tous les titres donnés par les caprices sociaux. Là, un homme prend d'emblée le rang que lui assigne sa manière d'envisager la mort. L'esprit lui-même perd de son empire. Que serait Danton aujourd'hui dans ce siècle de Vallon et de Rônal? Pas même substitut du procureur du roi. Que dis-je? Il se serait vendu à la congrégation et serait ministre car enfin ce grand Danton a volé. Mirabeau aussi s'est vendu. Napoléon avait volé des millions en Italie sans quoi il lui était arrêté tout court par la pauvreté, comme Pichegru. Lafayette seul n'a jamais volé. Faut-il voler, faut-il se vendre? Pensa Julien.
Cette question l'arrêta tout court. Il passa le reste de la nuit à lire l'histoire de la Révolution. Le lendemain, en faisant ses lettres dans la bibliothèque, il ne songeait encore qu'à la conversation du comte Altamira. Dans ce fait, se disait-il, après une longue rêverie, si ces Espagnols libéraux avaient compris le peuple par des crimes, on ne les eût pas balayés avec cette facilité. Ce furent des enfants orgueilleux et bavards, comme moi, s'écria tout à coup Julien, comme se réveillant en sursaut. Qu'ai-je fait de difficile qui me donne le droit de juger de pauvres diables qui, enfin, une fois dans la vie, ont commencé à agir. Je suis comme un homme qui, au sortir de table, s'écrie « Demain, je ne dînerai pas », ce qui ne m'empêchera point d'être fort et allègre comme je le suis aujourd'hui. Qui sait ce qu'on éprouve à moitié chemin d'une grande action? Car enfin, ces choses-là ne se font pas comme on tire un coup de pistolet. Ses hautes pensées furent troublées par l'arrivée imprévue de mademoiselle de La Mole, qui entrait dans la bibliothèque. Il était tellement animé par son admiration pour les grandes qualités de Danton, de Mirabeau, de Carnot, qui ont su n'être pas vaincus, que ses yeux s'arrêtèrent sur mademoiselle de La Mole, mais sans songer à elle, sans la saluer, sans presque la voir. Quand enfin ses grands yeux si ouverts s'aperçurent de sa présence, son regard s'éteignit. Mademoiselle de La Mole le remarqua avec amertume. En vint et lui demanda un volume de l'histoire de France de Villy, placé au rayon le plus élevé, ce qui obligeait Julien à aller chercher la plus grande des deux échelles. Julien avait approché l'échelle et il avait cherché le volume. Il le lui avait remis, sans encore pouvoir songer à elle. Et en remportant l'échelle dans sa préoccupation, il donna un coup de coude dans une des glaces de la bibliothèque. Les éclats en tombant sur le parquet le réveillèrent enfin. Il se hâta de faire des excuses à mademoiselle de La Mole. Il voulut être poli, mais il ne fut que poli. Mathilde vit avec évidence qu'elle l'avait troublé. Ce qui eût mieux aimé songeait à ce qui l'occupait avant son arrivée, que lui parler. Après l'avoir beaucoup regardée, elle s'en alla lentement. Julien la regarda marcher. Il jouissait du contraste de la simplicité de sa toilette actuelle, avec l'élégance magnifique de celle de la veille. La différence entre les deux physionomies était presque aussi frappante. Cette jeune fille si altère au bal du duc de Retz avait presque en ce moment un regard suppliant. Réellement, se dit Julien, cette robe noire fait briller encore mieux la beauté de sa taille. Elle a un port de reine, mais pourquoi est-elle en deuil ? Si je demande à quelqu'un la cause de ce deuil, il se trouvera que je commets encore une gaucherie. Julien était tout à fait sorti des profondeurs de son enthousiasme. Il faut que je relis toutes les lettres que j'ai faites ce matin. Dieu sait les mots sautés et les balourdises qui j'y trouverai. Comme il lisait avec une attention forcée la première de ces lettres, il entendit tout près de lui le bruissement d'une robe de soie. Il se retourna rapidement. Mademoiselle de La Mole était à 2 pas de sa table et elle riait. Cette seconde interruption donna de l'humeur à Julien. Pour Mathilde, elle venait de sentir vivement qu'elle n'était rien pour ce jeune homme. Ce rire était fait pour cacher son embarras et il y réussit. Évidemment, vous songez à quelque chose de bien intéressant, monsieur Sorel. N'est-ce point quelque anecdote curieuse sur la conspiration qui nous a envoyés à Paris monsieur le comte Altamira ? Dites-moi ce dont il s'agit, je brûle de le savoir, je serai discrète, je vous le jure. Elle fut étonnée de ce mot en se l'entendant prononcer. Quoi donc? Elle suppliait un subalterne. Son embarras augmentant, elle ajouta d'un petit air léger. Qu'est-ce qui a pu faire de vous ordinairement si froid en être inspiré? Une espèce de prophète de Michel-Ange? Cette vive et indiscrète interrogation blessant Julien profondément lui rendit toute sa folie. Danton a-t-il bien fait de voler? Lui, dit-il brusquement d'un air qui devenait de plus en plus farouche. Les révolutionnaires du Piémont de l'Espagne devaient-ils compromettre le peuple par des crimes? Donner à des gens même sans mérite toutes les places de l'armée, toutes les croix? Les gens qui auraient porté ces croix n'eussent-ils pas redouté le retour du roi? Fallait-il mettre le trésor de Turin au pillage? En un mot, mademoiselle, dit-il, en s'approchant d'elle d'un air terrible, l'homme qui veut chasser l'ignorance et le crime de la terre, doit-il passer comme la tempête et faire le mal comme au hasard?
Mathilde eut peur, ne put soutenir son regard et recula 2 pas. Elle la regarda un instant, puis honteuse de sa peur, d'un pas léger, elle sortit de la bibliothèque. Donc on continue notre lecture avec le chapitre 10, la reine Marguerite. Amour, dans quelle folie ne parviens-tu pas à nous faire trouver du plaisir? Lettre d'une religieuse portugaise. Julien relut ces lettres. Quand la cloche du dîner se fit entendre, combien je dois avoir été ridicule aux yeux de cette poupée parisienne, se dit-il. Quelle folie de lui dire réellement ce à quoi je pensais. Mais peut-être folie pas si grande. La vérité dans cette occasion était digne de moi. Pourquoi aussi venir m'interroger sur des choses intimes? Cette question est indiscrète de sa part. Elle a manqué d'usage. Mes pensées sur Danton ne font point partie du service pour lequel son père me paye. En arrivant dans la salle à manger, Julien fut distrait de son humeur par le grand deuil de mademoiselle de La Mole, qui le frappa d'autant plus qu'aucune autre personne de la famille n'était en noir. Après dîner, il se trouva tout à fait débarrassé de l'accès d'enthousiasme qui l'avait obsédé toute la journée. Par bonheur, l'académicien qui savait le latin était de ce dîner. Voilà l'homme qui se moquera le moins de moi, se dit Julien. Si, comme je le présume, ma question sur le deuil de mademoiselle de La Mole est une gaucherie. Mathilde le regardait avec une expression singulière. Voilà bien la coquetterie des femmes de ce pays, telle que madame de Rênal me l'avait peinte, se dit Julien. Je n'ai pas été aimable pour elle ce matin, je n'ai pas cédé à la fantaisie qu'il avait de causer. J'en augmente de prix à ses yeux. Sans doute le diable n'y prend rien. Plus tard, sa hauteur dédaigneuse saura bien se venger. Je la mets à pifère. Quelle différence avec ce que j'ai perdu. Quel naturel charmant. Quelle naïveté. Je savais ses pensées avant elle. Je les voyais naître. Je n'avais pour antagoniste dans son cœur que la peur de la mort de ses enfants. C'était une affection raisonnable et naturelle, aimable même pour moi qui en souffrais. J'ai été un sot. Les idées que je me faisais de Paris m'ont empêché d'apprécier cette femme sublime. Quelle différence, grand Dieu! Et qu'est-ce que je trouve ici? De la vanité sèche et hautaine, toutes les nuances de l'amour propre et rien de plus. On se levait de table. Ne laissons pas engager mon académicien, se dit Julien. Il s'approcha de lui comme on passait au jardin, prit un air doux et soumis, et partagea sa fureur contre le succès d'Hernani. « Si nous étions encore au temps des lettres de cachet, dit-il. Alors il n'eût pas osé, s'écria l'académicien avec un geste à la Talma. À propos d'une fleur, Julien cita quelques mots des géorgiques de Virgile, et trouva que rien n'était égal au vers de l'abbé Delille. En un mot, il flatta l'académicien de toutes les façons. Après quoi, de l'air le plus indifférent, je suppose, lui dit-il, que mademoiselle de La Mole a hérité de quelque oncle dont elle porte le deuil. Quoi? Vous êtes de la maison, dit l'académicien, en s'arrêtant tout court, et vous ne savez pas sa folie? Au fait, il est étrange que sa mère lui permette de telles choses. Mais entre nous, ce n'est pas précisément par la force du caractère qu'on brille dans cette maison. Mademoiselle Mathilde en a pour eux tous et les mène. C'est aujourd'hui le 30 avril. Et l'académicien s'arrêta en regardant Julien d'un air fin. Julien sourit de l'air le plus spirituel qui put. Quel rapport peut-il y avoir entre mener toute une maison, porter une robe noire et le 30 avril, se disait-il. Il faut que je sois encore plus gauche que je ne le pensais. Je vous avouerai, dit-il à l'académicien, et son œil continuait à interroger. Faisons un tour de jardin, dit l'académicien, entrevoyant avec ravissement l'occasion de faire une longue narration élégante. Quoi? Est-il bien possible que vous ne sachiez pas ce qui s'est passé le 30 avril 1574? Et où? Dit Julien étonné. En place de Grève. Julien était si étonné que ce mot ne le mit pas au fait. La curiosité latente d'un intérêt tragique, si un rapport avec son caractère, lui donnait ses yeux brillants, qu'un narrateur aime tant avoir chez la personne qui écoute. L'académicien, ravi de trouver une oreille vierge, raconta longuement à Julien comme quoi, le 30 avril 1574, le plus joli garçon de son siècle, Boniface de La Mole, et Annibal de Concosso, gentilhomme, piémontais, son ami, avait eu la tête tranchée en place de Grève. La Mole était l'aimant adoré de la reine que mademoiselle de La Mole s'appelle Mathilde Marguerite. La Mole était en même temps le favori du duc d'Alençon et l'intime ami du roi de Navarre, depuis Henri IV, mari de sa maîtresse. Le jour du mardi gras de cette année 1574, la cour se trouvait à Saint-Germain avec le pauvre roi Charles IX, qui s'en allait mourant.
La Mole voulut enlever les princes, ses amis, que la reine Catherine de Médicis retenait comme prisonnières à la cour. Il fit avancer 200 chevaux sous les murs de Saint-Germain. Le duc d'Alençon eut peur, et la Mole fut jetée au bourreau. Mais ce qui touche mademoiselle Mathilde, ce qu'elle m'a avoué elle-même, il y a 7 à 8 ans, quand elle en avait 12, car c'est une tête. Et l'académicien leva les yeux au ciel. Ce qui l'a frappé dans cette catastrophe politique, c'est que la reine Marguerite de Navarre, cachée dans une maison de la place de Grève, osa faire demander au bourreau la tête de son amant. Et la nuit suivante, à minuit, elle prit cette tête dans sa voiture et elle alla l'enterrer elle-même dans une chapelle située au pied de la colline de Montmartre. Est-il possible s'écria Julien au toucher. Mademoiselle Mathilde méprise son frère, parce que, comme vous le voyez, il ne songe nullement à toute cette histoire ancienne et ne prend point le deuil le 30 avril. C'est depuis ce fameux supplice, et pour rappeler l'amitié intime de la Mole pour Coconasso, lequel Coconasso, comme un Italien qu'il était, s'appelait Hannibal, que tous les hommes de cette famille portent ce nom. Et ajouta l'académicien en baissant la voix, ce Coconasso fut au dire de Charles IX lui-même, l'un des plus cruels assassins, de 24 août 1572. Mais comment est-il possible, mon cher Sorel, que vous ignoriez ces choses, vous commensal de cette maison? Voilà donc pourquoi 2 fois à dîner, mademoiselle de la Mole a appelé son frère Hannibal. Je croyais avoir mal entendu. C'était un reproche. Il est étrange que la marquise souffre de telle folie. Le mari de cette grande fille en verra de belles. Ce mot fut suivi de 5 ou 6 phrases satiriques. La joie et l'intimité qui brillaient dans les yeux de l'académicien choquèrent Julien. Nous voici 2 domestiques occupés à médire de leur maître, pensa-t-il. Mais rien ne doit m'étonner de la part de cet homme d'académie. Un jour, Julien l'avait surpris au genou de la marquise de la Mole et lui demandait une recette de tabac pour un neveu de Provence. Le soir, une petite femme de chambre de mademoiselle de la Mole, qui faisait la cour à Julien, comme jadis Élisa, lui donna cette idée, que le deuil de sa maîtresse n'était point pris pour attirer les regards. Cette bizarrerie tenait au fond de son caractère. Elle aimait réellement la Mole, amant aimé de la reine la plus spirituelle de son siècle, et qui mourut pour avoir voulu rendre la liberté à ses amis. Et quels amis! Le premier prince du sang à Henri et Henri IV. Accoutumé au naturel parfait qui brillait dans toute la conduite de madame de Rênal, Julien ne voyait qu'affectation dans toutes les femmes de Paris, et pour peu qu'il fût disposé à la tristesse, ne trouvait rien à leur dire. Mademoiselle de la Mole fit exception. Il commençait à ne plus prendre pour de la sécheresse de cœur le genre de beauté qui tient à la noblesse du maintien. Il eut de longues conversations avec mademoiselle de la Mole, qui pendant les beaux jours du printemps se promenait avec lui dans le jardin, le long des fenêtres ouvertes du salon. Elle lui dit un jour qu'elle lisait l'histoire de Bignet et Brantôme. Singulière lecture, pensa Julien, et la marquise ne lui permet pas de lire les romans de Walter Scott. Un jour, elle lui raconta, avec ses yeux brillants de plaisir qui prouvent la sincérité de l'admiration, ce trait d'une jeune femme de reine de Henri III qu'elle venait de lire dans les Mémoires de l'Étoile. Trouvant son mari infidèle, elle le poignarda. L'amour-propre de Julien était flatté. Une personne environnée de tant de respect et qui, au dire de l'académicien, menait toute la maison, daignait lui parler d'un air qui pouvait presque ressembler de l'amitié. Je m'étais trompé, pensa bientôt Julien, ce n'est pas de la familiarité. Je ne suis qu'un confident de tragédie. C'est le besoin de parler. Je passe pour savant dans cette famille. Je m'en vais lire Brantôme, de Bignet, l'Étoile. Je pourrais contester quelques-unes des anecdotes dont me parle mademoiselle de la Mole. Je vais sortir de ce rôle de confident passif. Peu à peu, ses conversations avec cette jeune fille d'un maintien si imposant et en même temps si aisé deviennent plus intéressantes. Il oubliait son triste rôle de plébéien révolté. Il la trouvait savante et même raisonnable. Ses opinions dans le jardin étaient bien différentes de celles qu'elle avouait au salon. Quelquefois, elle avait avec lui un enthousiasme et une franchise qui formaient un contraste parfait avec sa manière d'être ordinaire, si altière et si froide. « Les guerres de la Ligue sont les tempes héroïques de la France, lui disait-elle un jour, avec des yeux étincelants de génie et d'enthousiasme. Alors chacun se battait pour obtenir une certaine chose qu'il désirait, pour faire triompher son parti, et non pas pour gagner platement une croix, comme du temps de votre empereur. Convenez qu'il y avait moins d'égoïsme et de petitesse. J'aime ce siècle.
Et Boniface de la Mole en fut le héros, lui dit-il. Du moins, il fut aimé comme peut-être il est doux de l'être. Quelle femme actuellement vivante n'aurait horreur de toucher à la tête de son amant décapité? Madame de la Mole appela sa fille. L'hypocrisie, pour être utile, doit se cacher, et Julien, comme on voit, avait fait à mademoiselle de la Mole une demi-confidence sur son admiration pour Napoléon. Voilà l'immense avantage qu'ils ont sur nous, se dit Julien, et restait seul au jardin. L'histoire de leurs aïeux les élève au-dessus des sentiments vulgaires, et ils n'ont pas toujours à songer à leur subsistance. Quelle misère, ajouta-t-il avec amertume. Je suis indigne de raisonner sur ces grands intérêts. Je les vois mal sans doute. Ma vie n'est qu'une suite d'hypocrisie, parce que je n'ai pas 1000 francs de rente pour acheter du pain. À quoi rêvez-vous là, monsieur? Lui dit Mathilde, qui revenait en courant. Il y avait de l'intimité dans cette question, et elle revenait en courant et soufflait pour être avec lui. Julien était las de se mépriser. Par orgueil, il dit franchement sa pensée et rougit beaucoup en parlant de sa pauvreté à une personne aussi riche. Il chercha à bien exprimer par son ton fier qu'il ne demandait rien. Jamais il n'avait semblé aussi joli à Mathilde, et lui trouva une expression de sensibilité et de franchise qui souvent lui manquait. À moins d'un mois de là, Julien se promenait pensif dans le jardin de l'hôtel de la Mole, mais sa figure n'avait plus la dureté et la roguerie philosophique qui lui imprimait le sentiment continu de son infériorité. Il venait de reconduire jusqu'à la porte du salon mademoiselle de la Mole, qui prétendait s'être fait mal aux pieds en courant avec son frère. Elle s'est appuyée sur mon bras d'une façon bien singulière, se disait Julien. Suis-je en fat, ou serait-il vrai qu'elle a du goût pour moi? D'un air si doux, mais quand je lui avoue toutes les souffrances de mon orgueil, elle qui a tant de fierté avec tout le monde, on serait bientôt étonné au salon si on lui voyait cette physionomie. Très certainement cet air doux et bon, elle ne l'a avec personne. Julien cherchait à ne pas s'exagérer cette singulière amitié. Il la comparait lui-même à un commerce armé. Chaque jour, en se retrouvant avant de reprendre le ton presque intime de la veille, on se demandait presque, serions-nous aujourd'hui amis ou ennemis? Dans les premières phrases échangées, le fond des choses n'était plus rien. On était attentif des deux côtés qu'à la forme. Julien avait compris que se laisser offenser impunément une seule fois par cette fille si hautaine, c'était tout perdre. Si je dois me brouiller, ne vaut-il pas mieux que ce soit de prime abord, en défendant les justes droits de mon orgueil, qu'en repoussant les marques de mépris dont serait bientôt suivi le moindre abandon de ce que je dois à ma dignité personnelle? Plusieurs fois, en des jours de mauvaise humeur, Mathilde essaya de prendre avec lui le ton d'une grande dame. Elle mettait une rare finesse à ses tentatives, mais Julien les repoussait rudement. Un jour, elle interrompit brusquement. « Mademoiselle de la Mole a-t-elle quelque ordre à donner au secrétaire de son père ?» Lui dit-il, il doit écouter ses ordres et les exécuter avec respect, mais du reste, il n'a pas le plus petit mot à lui adresser. Il n'est point payé pour lui communiquer ses pensées. Cette manière d'être et les singuliers doutes qu'avait Julien firent disparaître la nuit qu'il avait trouvée durant les premiers mois. Dans ce salon si magnifique, mais où l'on avait peur de tout et où il n'était convenable de plaisanter de rien. Il serait plaisant qu'elle m'aimât. Qu'elle m'aime ou non, continuait Julien, j'ai pour confidente intime une fille d'esprit devant laquelle je vois trembler toute la maison, et plus que tous les autres, le marquis de Croisenois. Ce jeune homme si poli, si doux, si brave, et qui réunit tous les avantages de naissance et de fortune dont un seul me mettrait le cœur si à l'aise. Il en est amoureux fou, c'est-à-dire autant qu'un Parisien peut être amoureux. Il doit l'épouser. Que des lettres, monsieur de la Mole m'a fait écrire aux deux notaires pour arranger le contrat. Et moi qui me vois le matin, si subalterne, la plume à la main, 2 heures après, ici dans le jardin, je triomphe de ce jeune homme si aimable, car enfin, les préférences sont frappantes, directes. Peut-être aussi, elle est en lui un mari futur. Elle a assez de hauteur pour cela. Et alors, les bontés qu'elle a pour moi, je les obtiens à titre de confidence subalterne. Mais non. Ou je suis fou, ou elle me fait la cour. Plus je me montre froid et respectueux avec elle, plus elle me recherche. Ceci pourrait être un parti pris, une affectation, mais je vois ses yeux s'animer quand je parais à l'improviste. Les femmes de Paris savent-elles feindre à ce point? Que m'importe? J'ai l'apparence pour moi, jouissons des apparences. Mon Dieu, qu'elle est belle!
que ses grands yeux bleus me plaisent, vus de près et me regardant comme ils le font au vent. Quelle différence de ce printemps-ci à celui de l'année passée, quand je vivais malheureux et me soutenais à force de caractère au milieu de ces 300 hypocrites méchants et sales. J'étais presque aussi méchant qu'eux. Dans les jours de méfiance, cette jeune fille se moque de moi, pensait Julien. Elle est d'accord avec son frère pour me mystifier, mais elle a l'air de tellement mépriser le manque d'énergie de ce frère. Il est brave et puis c'est tout, me dit-elle. Et encore brave devant l'épée des Espagnols. À Paris, tout lui fait peur. Il voit partout le danger du ridicule. Il n'a pas une pensée qui ose s'écarter de la mode. C'est toujours moi qui suis obligée de prendre sa défense, une jeune fille de 19 ans. À cet âge, peut-on être fidèle à chaque instant de la journée à l'hypocrisie qu'on s'est prescrite ? D'un autre côté, quand mademoiselle de la Mole fixe sur moi ses grands yeux bleus avec une certaine expression singulière, toujours le comte Norbert s'éloigne. Ceci m'est suspect. Ne devrait-il pas s'indigner de ce que sa sœur distingue un domestique de leur maison ? Car j'ai entendu le duc de Chaulnes parler ainsi de moi. À ce souvenir, la colère remplaçait tout autre sentiment. Est-ce amour du vieux langage chez ce duc maniaque ? Eh bien, elle est jolie, continuait Julien, avec des regards de tigre. Je l'aurai, je m'en irai ensuite, et malheur à qui me troublera dans ma fuite. Cette idée devine l'unique affaire de Julien. Il ne pouvait plus penser à rien d'autre. Ses journées passaient comme des heures. À chaque instant, cherchant à s'occuper de quelques affaires sérieuses, sa pensée se perdait dans une rêverie profonde et il se réveillait un quart d'heure après, le cœur palpitant d'ambition, la tête troublée et rêvant à cette idée. M'aime-t-elle ? Chapitre 11. L'empire d'une jeune fille. J'admire sa beauté, mais je crains son esprit. Mérimée. Si Julien eût employé à examiner ce que se passait dans le salon le temps qu'il mettait à s'exagérer la beauté de Mathilde, ou à se passionner contre la hauteur naturelle à sa famille, qu'elle oubliait pour lui, il eût compris en quoi consistait son empire, sur tout ce qui l'entourait. Dès qu'on déplaisait à mademoiselle de la Mole, elle savait punir par une plaisanterie si mesurée, si bien choisie, si convenable en apparence, lancée si à propos, que la blessure croissait à chaque instant, plus on y réfléchissait. Peu à peu, elle devenait atroce, pour l'amour-propre offensé. Comme elle n'attachait aucun prix à bien des choses qui étaient des objets de désir sérieux pour le reste de la famille, elle paraissait toujours de sang-froid à leurs yeux. Les salons de l'aristocratie sont agréables à citer, quand on en sort, mais voilà tout. L'insignifiance complète, les propos communs surtout, qui vont au-devant même de l'hypocrisie, finissent par impatienter à force de douceur nauséabonde. La politesse toute seule n'est quelque chose par elle-même que les premiers jours. Julien l'éprouvait. Après le premier enchantement, le premier étonnement, la politesse, se disait-il, n'est que l'absence de la colère qui donnerait de mauvaises manières. Mathilde s'ennuyait souvent, peut-être se fut-elle ennuyée partout. Alors aiguisée, une épigramme était pour elle une distraction et un vrai plaisir. C'était peut-être pour avoir des victimes un peu plus amusantes que ses grands-parents, que l'académicien et les 5 ou 6 autres subalternes qui leur faisaient la cour, qu'elle avait donné des espérances au marquis de Croisenois, au comte de Caylus et 2 ou 3 autres jeunes gens de la première distinction. Il n'était pour elle que de nouveaux objets d'épigramme. Nous avouerons avec peine, car nous aimons Mathilde, qu'elle avait reçu des lettres de plusieurs d'entre eux et leur avait quelquefois répondu. Nous nous hâtons d'ajouter que ce personnage fait exception aux mœurs du siècle. Ce n'est pas en général le manque de prudence que l'on peut reprocher aux élèves du noble couvent du Sacré-Cœur. Un jour, le marquis de Croisenois rendit à Mathilde une lettre assez compromettante qu'il lui avait écrite la veille. Il croyait par cette marque de haute prudence avancer beaucoup ses affaires. Mais c'était l'imprudence que Mathilde aimait dans ses correspondances. Son plaisir était de jouer son tort. Elle ne lui adressa pas la parole de 6 semaines. Elle s'amusait des lettres de ces jeunes gens, mais suivant elle, toutes se ressemblaient. C'était toujours la passion la plus profonde, la plus mélancolique. Ils sont tous le même homme parfait. Prêt à partir pour la Palestine, disait-elle à sa cousine. Connaissez-vous quelque chose de plus insipide ? Voilà donc les lettres que je vais recevoir toute la vie. Ces lettres-là ne doivent changer que tous les 20 ans, suivant le genre d'occupation qui est à la mode. Elles devaient être moins décolorées du temps de l'Empire.
Alors tous ces jeunes gens du grand monde avaient vu ou fait des actions qui réellement avaient de la grandeur. Le duc de mon oncle a été à Wagram. Quel esprit faut-il pour donner un coup de sabre? Et quand cela leur est arrivé, ils en parlent si souvent, dit mademoiselle de Sainte-Hérédité, la cousine de Mathilde. Eh bien, ces récits me font plaisir. Être dans une véritable bataille, une bataille de Napoléon où l'on tuait 10 000 soldats, cela prouve du courage. S'exposer au danger élève l'âme et la sauve de la nuit, où mes pauvres adorateurs semblent plonger. Et il est contagieux cette nuit. Lequel d'entre eux a l'idée de faire quelque chose d'extraordinaire? Il cherche à obtenir ma main. La belle affaire. Je suis riche et mon père avancera son gendre. Ah, peut-il en trouver un qui fût un peu amusant? La manière de voir vite, nette, pittoresque de Mathilde gâtait son langage comme on voit. Souvent un mot d'elle faisait tache aux yeux de ses amis si polis. Il se serait presque avoué, si elle eût été moins à la mode, que son parler avait quelque chose d'un peu coloré pour la délicatesse féminine. Elle, de son côté, était bien injuste envers les jolis cavaliers qui peuplent le bois de Bologne. Elle voyait l'avenir non pas avec terreur, c'eût été un sentiment vif, mais avec un dégoût bien rare à son âge. Que pouvait-elle désirer? La fortune, la haute naissance, l'esprit, la beauté, à ce qu'on disait et à ce qu'elle croyait, tout avait été accumulé sur elle par les mains du hasard. Voilà quelles étaient les pensées de l'héritière la plus enviée du faubourg Saint-Germain, quand elle commença à trouver du plaisir et se promenait avec Julien, et fut étonnée de son orgueil. Elle admira l'adresse de ce petit bourgeois et saura se faire évêque comme l'abbé Maurice, dit-elle. Bientôt cette résistance sincère et non jouée avec laquelle notre héros accueillait plusieurs de ses idées l'occupa. Elle y pensait. Elle racontait à son amie les moindres détails des conversations et trouvait que jamais elle ne parvenait à bien rendre toute la physionomie. Une idée l'illumina tout à coup. « J'ai le bonheur d'aimer », se dit-elle un jour avec un transport de joie incroyable. « J'aime, c'est clair. À mon âge, une fille jeune, belle, spirituelle, où peut-elle trouver des sensations, si ce n'est dans l'amour? J'ai beau faire, je n'aurai jamais d'amour pour Croisenois, Caylus et tutti quanti. Ils sont parfaits, trop parfaits peut-être enfin et ma nuit. » Elle repassa dans sa tête toutes les descriptions de passion qu'elle avait lues dans Manon Lescaut, la nouvelle Héloïse, les lettres d'une religieuse portugaise, etc., etc. Il n'était question, bien entendu, que de la grande passion, l'amour léger était indigne d'une fille de son âge et de sa naissance. Elle ne donnait le nom d'amour qu'à ce sentiment héroïque que l'on rencontrait en France de temps de Henri III et de Bassompierre. Oh, désolée pour la machine à laver, mon Dieu. Cet amour-là ne cédait point bassement aux obstacles, mais bien loin de là, faisait faire de grandes choses. Quel malheur pour moi qu'il n'y a pas une cour véritable, comme celle de Catherine de Médicis ou Louis XIII. Je me sens au niveau de tout ce qu'il y a de plus hardi et de plus grand. Que ne ferais-je pas d'un roi homme de cœur comme Louis XIII, soupirant à mes pieds? Je le mènerai en Vendée, comme dit si souvent le baron de Tolly. Et de là, il reconquérait son royaume alors que de Chartres et Julien me seconderaient. Que lui manque-t-il? Un nom et de la fortune. Il se ferait un nom et il acquérait de la fortune. Rien ne manque à Croisenois et il ne sera toute sa vie qu'un duc à demi-ultra et à demi-libéral et un être indécis parlant quand il faut agir, toujours éloigné des extrêmes et par conséquent se trouvant le second partout. Quelle est la grande action qui ne soit pas un extrême au moment où on l'entreprend? C'est quand elle est accomplie qu'elle semble possible aux êtres de commun. Oui, c'est l'amour avec tous ces miracles qui va régner dans mon cœur. Je le sens au feu qui m'anime. Le ciel me devait cette faveur. Il n'aura pas un vain accumulé sur un seul être tous les avantages. Mon bonheur être digne de moi. Chacune de mes journées ne ressemblera pas froidement à celle de la veille. Il y a déjà de la grandeur et de l'audace à oser aimer un homme placé si loin de moi par sa position sociale. Voyons, continuera-t-il à me mériter? À la première faiblesse que je vois en lui, je l'abandonne.
Une fille de ma naissance avec le caractère chevaleresque que l'on veut bien m'accorder, c'était un mot de son père, ne doit pas se conduire comme une sotte. N'est-ce pas là le rôle que je jouirais si j'aimais le marquis de Croisenois? J'aurai une nouvelle édition de bonheur de mes cousines que je méprise si complètement. Je sais d'avance tout ce que me dirait le pauvre marquis, tout ce que j'aurais à lui répondre. Qu'est-ce qu'un amour qui fait bâiller? Autant voudrait être dévote. J'aurais une signature de contrat comme celle de la cadette de mes cousines, où les grands-parents s'attendrirent, si pourtant ils n'avaient pas d'humeur à cause d'une dernière condition introduite la veille dans le contrat par le notaire de la partie adverse. Voilà, donc c'est fini pour aujourd'hui. On va reprendre la prochaine fois donc le chapitre 12 et ce jusqu'à 14. Donc il y aura 12, 13 et 14. Vous voyez, je me suis fait une petite liste ici de lecture par jour. Voilà, tout est marqué. Donc la prochaine fois, ça sera le 12, le 13 et bien le 14. Voilà, on se retrouve la prochaine fois. Ciao!